Et donc maintenant, nous allons commencer avec notre événement d'aujourd'hui. Bonjour, dans pourquoi nous devons élever le S d'un CSC pour améliorer les résultats de planification familiale. Ce sera une excellente discussion et très riche discussion. Suivant, s'il vous plaît. Donc, rapidement, un aperçu d'aujourd'hui. Donc, bien sûr, nous avons le bienvenu et les mots d'ouverture. Ensuite, nous allons avoir une présentation de cet événement. Nous allons avoir ensuite une discussion de panel. Elle va être modérée par la docteure Carol Underwood. Et vous voyez ici, ce sont nos panélistes d'aujourd'hui. Et sans plus, j'aimerais passer la parole à ma collègue Lynn Van Leith. S'il vous plaît, c'est à vous. Merci beaucoup, Danette, et merci beaucoup à tous. Si nous pouvons passer à la diapositive suivante, je vais parler rapidement avant de passer la parole à mes panélistes. Mais d'abord, je voulais présenter le projet Breakthrough Action pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est un projet qui est géré par le projet de Breakthrough Action. Il s'agit d'un accord avec l'Agence des États-Unis pour le développement international, IDEAS 42, Camber Collective, International Center for Research of Women et Viamont. Nous avons travaillé dans 42 pays et suivant, s'il vous plaît, je voudrais partager quelques définitions clés quand nous parlons de notre travail. La première étant une définition de Healthy People 2030, et ce sont les déterminants sociaux de santé, qui sont les conditions dans les environnements où les gens naissent, vivent, apprennent, travaillent, jouent, adorent, donc prient, vieillissent et affectent un large éventail de résultats et des risques pour la santé. Le fonctionnement et la qualité de vie. L'équité de santé est définie par l'OMS comme l'absence de différences injustes et évitables ou réparables en matière de santé entre les groupes de population définis socialement, économiquement, démographiquement et géographiquement. Nous allons continuer, s'il vous plaît. Nous allons partager deux modèles. Ici, nous avons travaillé avec l'OMS en 2005. Et nous ne sommes pas bien sûr les seuls à réfléchir à cela, mais il y a tellement de réflexions qui s'est déjà fait là-dessus. Et je sais que c'est une diapositive assez chargée, mais je veux que vous regardiez la partie de droite, donc le contexte socio-économique et politique, et ensuite on va parler des politiques macroéconomiques et qui accède aux ressources et prend les décisions. Ensuite, nous allons parler des déterminants structurels, les déterminants sociaux sous-jacents des inégalités en matière de santé. Ensuite, nous voulons souligner ce cadre qui est très complet. Et donc, la source, c'est Healthy People 2030. Ici, par exemple, nous allons parler des 5 domaines différents. La stabilité économique, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, les quartiers et le contexte communautaire et social. Et ce que nous voyons ici, c'est que les déterminants sociaux vont mener vers des résultats des fois injustes. Suivant, s'il vous plaît, nous allons réfléchir aussi à la partie de l'intersection. Donc, pour la CSC, c'est quoi? C'est le changement social et comportemental et c'est une discipline qui utilise une compréhension approfondie du comportement humain et sociétal et des interventions fondées sur des données probantes pour accroître l'adoption de comportements sains par les individus et influencer le comportement social et les facteurs structurels qui les sous-tendent. Et dans cette partie, on doit dire que cette définition est très importante. Nous qui travaillons dans le CSC, nous avons peut-être surligné les changements individuels des comportements, mais tellement de comportements sont gérés aussi par la partie des groupes et des communautés, que ce soit les normes de genre, les normes sociales. Ils vont mener vers
l'accès inégal à la santé. Avec tous ces points, on va voir la diapositive suivante. Nous avons parlé d'un processus d'explorer un peu les documents qui sont liés à ces déterminants sociaux pour la santé. Et le but d'abord de cette réflexion qu'on a pu voir, c'est que l'utilisation donc de la CSC pour adresser ces déterminants sociaux dans la santé nous ont montré que on peut appliquer tout ce que nous avons appris dans n'importe quel domaine. La deuxième question, c'était quelles sont les pratiques prometteuses pour pouvoir adresser les déterminants sociaux dans la santé et ensuite, quelles sont les lacunes dans la recherche où nous avons besoin de plus d'investissement pour comprendre ou comment réduire les inégalités grâce au programme CSC. Donc, nous avons parlé de cette intersection de rôles, euh, de ces thèmes et comment on peut adresser ces thèmes pour pouvoir améliorer les résultats. Nous avons rédigé un rapport technique et maintenant nous sommes en train de voir un peu ce travail avec vous aujourd'hui. Et ici, nous voulions nous focaliser sur la consultation des experts. On ne l'a pas fait tout seul, bien sûr, et nous avons bénéficié de l'expertise de 25 experts qui nous sont rejoints de Côte d'Ivoire, Mexique, Nigeria, Paraguay, Philippines, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Royaume-Uni et les États-Unis. Et ce groupe possède une expertise dans le ministère de Santé, dans différentes organisations, mais aussi des personnes qui sont expertes dans la CSC. Nous avons beaucoup de chance de travailler avec elles. Nous avons aussi invité des chercheurs qui ont publié dans des journaux spécialisés pour parler un peu de ce qui existe et qu'est-ce que nous pouvons faire dans le domaine des déterminants sociaux pour la santé. Suivant, s'il vous plaît. Donc, ici, ce que nous voulons souligner, c'est que de ces consultations et ces révisions de documents, nous avons élaboré deux matériaux. D'abord, une ressource pour les gouvernements et pour les bailleurs de fonds. Nous parlons des considérations clés, par exemple, des choses qu'ils vont considérer quand ils vont adresser les déterminants sociaux dans le domaine de la santé. Donc, je ne vais pas parler de tous, bien sûr, mais je crois qu'en plus, nous sommes en train d'envoyer le lien dans cette ressource et on vous invite à regarder tout le détail parce qu'il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup d'informations pour tous ces modèles et ces cadres que nous avons représentés. Voilà. Donc, la première considération clé est de explorer les différents déterminants structurels tels que l'accessibilité aux établissements de santé, l'amélioration de niveau d'éducation. Et on veut donc faire des partenariats pour pouvoir adresser ceci. Ensuite, c'est s'assurer que nous avons des bons partenariats avec la communauté et que nous sommes en train vraiment d'adresser ce que la communauté a besoin. Donc, les panélistes aujourd'hui, ils vont partager et ils vont souligner non seulement quelques éléments de ces documents, mais leurs propres réflexions considérant leurs expertises dans ce domaine. Finalement, ici, nous nous sommes focalisés dans un deuxième outil. Et dans ce cas-là, nous avons invité des personnes qui sont expertes dans la CSC, qui travaillent avec plusieurs pays. Et nous avons développé cet outil. C'est un outil très pratique pour pouvoir considérer les déterminants sociaux dans la santé pour la programmation de la CSC. Ici, vous pouvez voir comment on peut impliquer ceci dans ce document. C'est un document qui devrait être un document vivant. Et nous avons intégré nos réflexions, mais il y a beaucoup d'autres choses à rajouter. Ensuite, je voudrais continuer cette conversation dans la diapositive suivante.
Et prenez ces deux ressources que j'ai mis dans le chat, s'il vous plaît, et lisez-les. Et nous voulons continuer cette conversation parce que nous avons beaucoup de choses à dire sur ce thème. Et donc, maintenant, j'aimerais présenter Dr. Carol Underwood, qui travaille dans ce domaine depuis des décennies, mais aussi elle travaille pour Johns Hopkins Center for Communication Programs, mais aussi il enseigne dans ces domaines. Donc, Carol, c'est à vous. Merci beaucoup, Lynn et Danette, pour cette présentation. Et donc, maintenant, c'est un plaisir pour moi de vraiment introduire nos panélistes qui ont une excellente expérience là-dessus. Beverly Lauren O est la directrice simultanée, donc jointe, pardon, du Bureau de la promotion de la santé, du Bureau de la prévention et du contrôle des maladies du ministère de Santé aux Philippines. Immédiatement avant, elle était chef de la division de la recherche du Bureau de l'élaboration et de la planification des politiques de santé, où ses efforts ont contribué de manière significative à l'adoption d'une loi clé sur la taxe sur les boissons sucrées, la taxe sur le tabac et la taxe sur les santé universelle. Elle a également travaillé aux Philippines dans le Health Insurance Corporation et à la Banque asiatique de développement. Elle est titulaire d'un doctorat en médecine de l'Université des Philippines et aussi dans la politique et la gestion de la santé de la Harvard Chan School en santé publique. Ensuite, je vais parler d'Aramegwe Sen. Elle est socio-économiste de formation. Aram est passionnée par l'action sociale. Elle est convaincue que chacun doit incarner le changement qu'il souhaite dans la société. Elle s'est spécialisée dans la gestion, le suivi et l'évaluation des programmes et la recherche. Grâce à ses expériences sur les programmes régionaux de recherche et de responsabilisation en Afrique de l'Ouest et du Centre et au Centre mixte des migrations du Conseil danois pour les réfugiés et de l'Organisation internationale pour la migration. Un- donc, chez Social Change Factory, un centre de leadership citoyen d'innovation sociale et de recherche qu'elle a cofondé en 2014, elle est la directrice générale. Ensuite, j'aimerais parler de Foyeke Oyedegun Adebago. Et je suis désolée, j'ai mal lu votre nom. Elle est responsable du programme de changement de comportement social à l'USAID Nigeria. Elle a plus d'une décennie d'expérience dans la conception et la gestion des documents publics de santé publique. Et elle a travaillé et reçu deux prix de la CSC, Breakthrough Action et Breakthrough Research. Elle travaille aussi dans la communication des médias et Fouquet a reçu a un diplôme en journalisme et elle est très intéressée par les jeunes et les programmes des femmes. Elle a travaillé aussi dans une télévision nationale pendant 2 ans. Elle a un master en santé publique et ensuite dans l'administration donc la gestion d'entreprise. Et maintenant que nous avons présenté nos panélistes, nous allons parler des questions. Et juste, on voulait vous dire que nous avons des questions qui sont déjà préparées pour cette discussion de panel, mais on voudrait vous inviter, vous tous, que vous puissiez envoyer vos questions en utilisant la fonction de Q&A, donc questions-réponses, et on va essayer de répondre à vos questions si le temps nous le permet. Mais s'il vous plaît, partagez vos questions et si on peut, nous allons les présenter aux panélistes aujourd'hui et nous allons pouvoir en parler. Mais si ce n'est pas le cas, nous allons les prendre pour d'autres discussions qui pourraient s'enrichir avec vos questions. Et donc maintenant, c'est à vous, aux panélistes. J'aimerais d'abord commencer à demander à tout le monde pourquoi la question de l'équité et de la les déterminants sociaux dans la santé est si importante dans les programmes de CSC axés sur la planification familiale et la reproduction, la santé génésique. Beverly, c'est à vous? Oui, bien sûr, je peux répondre.
Oui, on s'est rendu compte que 80% de n'importe quelle population est créée hors de cliniques et des hôpitaux. Et dans ces 80% d'entre eux sont donc des facteurs différents. 50% sont d'autres facteurs. Donc, dans le changement de comportement, ce sont des facteurs individuels et sociaux et cela s'applique à d'autres zones de santé aussi. Donc, la programmation de CSC, notre but est d'avoir l'adoption de ces comportements de façon durable. Si nous ne parlons pas des déterminants sociaux de la santé, alors nous sommes injustement en train de demander aux individus de faire ou pas faire quelques comportements et d'un point de vue d'investissement, ce ne serait pas très intelligent. Et tout cela, c'est pour pouvoir renforcer ces comportements. Cela va dépendre aussi de la qualité, la sensibilité des services et les aussi constructions religieuses, sociales. Sont toujours des facteurs très importants dans le comportement individuel. Merci beaucoup, Aram Oufayeke. S'il vous plaît, allez-y. Je vais y aller. Je suis absolument d'accord par ce qui a été dit. Pour moi, c'est même pas juste important, c'est indispensable de prendre en compte les déterminants sociaux à la santé et surtout l'équité, parce qu'on a beaucoup d'inégalités en termes d'accès aux informations de qualité sur la santé de la reproduction et la planification familiale, et également sur les méthodes qui existent. Également l'accès aux services. Sur ça, il faut un travail par rapport à l'équité de l'accès aux services. Et pour moi, en fait, dans le développement d'une stratégie, il faut prendre en compte tous ces aspects, sinon il y a de fortes chances d'avoir des échecs. Donc, dans tout ça, il est vraiment important d'aborder ces questions d'équité, d'accès à l'information, d'accès à des services dans la programmation et surtout au niveau des déterminants sociaux de la santé. Merci beaucoup, merci. Et je vais parler des contributions de Aram et Beverly, mais oui, je pense que c'est très important de savoir que l'accès à la planification familiale et la santé génésique est très importante pour pouvoir améliorer la santé de n'importe quelle personne, puisque nous devons utiliser toutes tous ces domaines. Comme les panélistes l'ont souligné, après toute notre expérience, il y a plusieurs facteurs émotionnels, structurels, qui contribuent à la planification familiale ou pas. Les décisions prises en ce qui concerne la planification familiale, ce ne sont pas des décisions qui sont prises de façon individuelle. Par exemple, quand nous analysons en 2018 la situation au Nigeria, hein, nous nous sommes rendus compte que de plus de l'influence de la connaissance et de soutien social, nous avions eu plus de contraception utilisée par les personnes qui étaient éduquées versus celles qui n'étaient pas éduquées. 4 fois plus quand même. Et cela nous montre que l'accès à la connaissance aussi, cela nous montre que il y a un système injuste selon les différentes populations, les différents groupes de population et qu'il n'y a pas une distribution égalitaire des ressources. Et ces conditions, de plus, ont la capacité
pour que les individus puissent de façon responsable décider combien d'enfants ils veulent avoir. Donc, pour la planification familiale, c'est important d'adresser le thème de l'équité. C'est quelque chose de vraiment important parce que si ce n'est pas le cas, quand nous allons mettre en œuvre ce programme, nous n'allons pas avoir les changements que nous souhaitons. Mais ces programmes, ils ont besoin de ce genre de population. Donc, si nous voulons que tous les pays puissent donner et adresser les thèmes de la planification familiale, il faut qu'ils adressent les thèmes de l'équité. Et il faut qu'on puisse créer aussi plus de programmes de la CSC. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je crois que vous avez répondu de façon très claire l'importance des déterminants sociaux de la santé. Et grâce à la recherche et à nos propres expériences, nous nous sommes rendus compte que la plupart du temps, les programmes oublient ceci et ils se focalisent plutôt dans l'individu. Et donc, ma deuxième question est la suivante. Et nous comprenons très bien ceci. Mais que devrait faire la société civile, les gouvernements et les donateurs faire pour soutenir une attention accrue à l'équité et aux déterminants sociaux de la santé, qui inclut donc l'éducation, les revenus, l'accès aux ressources, l'accès aux services et d'autres déterminants sociaux, comme par exemple le statut de migration, etc. Qu'est-ce que les, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on puisse adresser ce thème dans le programme de la CSC pour réduire les inéquités dans les domaines de la planification familiale et d'autres domaines. Mais aussi, il faudrait parler de votre rôle spécifique en tant qu'activiste pour les déterminants sociaux de la santé en ce qui concerne l'accès sur la planification familiale et la santé génétique. Et je vais maintenant poser donc cette question que je viens de poser à la question à Ram. Est-ce que vous voulez commencer cette fois-ci? Oui, oui. Pour moi, ce qui est vraiment crucial, c'est d'écouter les besoins des cibles afin de pouvoir y répondre. Pour ne pas, par exemple, donner à manger à quelqu'un qui a soif. Par exemple, selon une étude de l'ISF et de l'UNICEF, une enquête démographique et de santé, au Sénégal, 32% des femmes mariées disent qu'elles préfèrent attendre 2 ans ou plus avant leur prochaine grossesse, mais elles n'utilisent pas de méthode de planification familiale. Pour moi, donc, il faut essayer de chercher à comprendre pourquoi elles n'utilisent pas de méthode de planification familiale, quels sont les blocages, vu qu'elles identifient ça comme un besoin, c'est un souhait pour elles. Donc, si elles ne le font pas, c'est qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui bloque, et d'aller chercher des solutions qui vont permettre à ces femmes d'avoir accès à l'information, aux méthodes et d'avoir accès également à des méthodes de planification familiale. Donc, pour moi, c'est vraiment la recherche et le fait de donner la parole aux cibles pour qu'elles puissent identifier leurs besoins et qu'ensemble, que ce soit la société civile, les gouvernements ou les donateurs, qu'ils puissent avoir une synergie pour travailler à apporter des solutions aux besoins spécifiques des cibles. Par rapport au rôle que nous, on joue en tant qu'organisation de la société civile, c'est vraiment de la recherche. On fait beaucoup de recherches pour pouvoir donner la parole à nos bénéficiaires, également identifier les besoins ensemble, également des groupes de discussion. Et les résultats de ça permettent d'orienter notre programmation, également de donner des informations aux partenaires au développement par rapport aux besoins identifiés et également des campagnes de communication pour le changement. Dans les régions ciblées, essayez de voir les personnes influentes ou en tout cas les dignitaires, que ce soit toutes les parties prenantes, les personnels de santé, les chefs des villages ou des communautés, pour vraiment mener des communications ciblées afin que les messages soient compris et que les besoins puissent être réglés.
Merci beaucoup. Foyeke, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Je crois que pour continuer avec le point d'Aram, il y a plusieurs rôles que les parties prenantes peuvent jouer. Et je vais souligner quelques-uns. D'abord, ce que nous devons faire, c'est de travailler dans les programmes CSC et ce sont des éléments critiques et pour pouvoir élargir les portefeuilles dans la programmation CSC et pour pouvoir améliorer l'interaction avec les clients et adresser les thèmes pour pouvoir être plus équitable et aussi pour avoir une approche beaucoup plus complète, avoir accès à des produits et aux services. Deuxième point, en ce qui concerne les ressources, par exemple au Nigeria, il y a tellement de priorités et tellement de choses que nous devons faire, surtout avec la pandémie de la COVID-19 et dans d'autres secteurs. Et tous ces secteurs sont sous-financés. Donc, je pense que la société civile a un rôle à jouer pour prioriser les approches. Et ils doivent changer aussi quelques problèmes de santé publique. Par exemple, des actions qui vont améliorer la connaissance au niveau de santé pour que les femmes puissent comprendre et utiliser leur santé et qu'elles puissent aussi, par exemple, se focaliser dans la planification familiale. Des efforts aussi pour de la cohésion sociale avec des communautés qui sont responsables et qui peuvent parler de leurs besoins et ils peuvent aussi participer pour trouver des solutions spécifiques, comme Aramel l'a mentionné, à leurs besoins spécifiques. On peut avoir du développement inclusif, et des choses qui vont être et impacter peut-être l'équité et les déterminants sociaux de la santé. Donc, nous pouvons donner de l'accès aux données au gouvernement, au pays et nous pouvons essayer de prioriser cette programmation et cela va diminuer les aspects inéquitables des déterminants sociaux de la santé dans les programmations de CSC. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je peux y aller? Oui, je suis d'accord avec mes collègues et je pense que le défi pour les donateurs, c'est de pouvoir adresser les déterminants sociaux de la santé et qu'ils puissent les refléter dans la théorie de changement ou des programmations ou des critères pour approuver ces projets. Nous savons que la tendance aujourd'hui est de euh, compter ce qui pourrait être livré par le projet et le fait de parler des déterminants sociaux de la santé va être important. Et donc peut-être que pendant que nous adressons le projet, nous n'allons pas savoir le tout parce que cela prend du temps, les déterminants sociaux de la santé. Ça prend du temps, mais si tout le monde joue le jeu, alors les partenaires de développement du projet vont prendre cela en compte. Un autre point qui pourrait être fait, c'est de pouvoir promouvoir des équipes multidisciplinaires avec des spécialistes de la CSC et des experts par exemple, de services, de la promotion de services. Il y a par exemple un département de technique de comment, par exemple, pouvoir fournir des services, etc. Tous les deux, s'ils travaillent ensemble, s'ils sont tout seuls, ils vont avoir un échec à adresser les aspects des déterminants sociaux de la santé parce qu'ils sont tous très experts dans leur expertise. Donc, il y a de la place pour pouvoir collaborer ensemble avec des projets du gouvernement ou des projets des donateurs. Et là, il y a clairement un espace pour qu'ils puissent partager, grandir et collaborer. Donc voilà, je m'arrête là. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, merci. C'était très intéressant et ça nous donne beaucoup d'informations.
Et donc, nous avons parlé du rôle de la société civile et tout ça, et les gouvernements, les donateurs. Mais maintenant, on voudrait savoir comment les gouvernements et les donateurs pourraient-ils utiliser leur pouvoir pour s'assurer que les initiatives et les organisations qu'ils financent et soutiennent abordent systématiquement et intentionnellement l'équité dans leur travail de CSC et bien sûr dans ce travail qui sera guidé par les besoins et les valeurs de la communauté. Et donc, Foyeke, c'est à vous. Ok, merci beaucoup. J'aime beaucoup le mot pouvoir dans cette question et je vais l'utiliser dans ma réponse. Nous sommes d'accord que les donateurs ont du pouvoir. Oui, c'est sûr. Donc, les donateurs vont ramener le financement à table et donc ils auront euh, un grand pouvoir dans l'agenda. Mais il faut qu'ils utilisent donc ce pouvoir pour avoir un consensus et il faut qu'on trouve des solutions et les investissements entre les communautés et gouvernements. Et donc, on regarde des agendas d'investissement, donc des ordres du jour qui ne se focalisent pas que sur la programmation, mais aussi sur la recherche. Et ils prennent soin de prendre en compte les déterminants sociaux de la santé. Et nous savons qu'il y a un grand problème d'équilibre de pouvoir quant à l'accès à las informations. Je pense que les donateurs doivent en parler et doivent prioriser les financements qui vont adresser les déterminants sociaux et aussi des déterminants structurels et émotionnels. On parle surtout des programmes multisectoriels qui vont prioriser donc les déterminants sociaux de la santé, qui vont prioriser ces points pour les adresser au Nigeria. USAID travaille dans un programme de planification sociale et de planification familiale et ils essayent d'adresser ces déterminants critiques en ce qui concerne par exemple les choix pour l'accès à la planification familiale et à la santé génésique. Ce sont ce genre de programmes qui trouvent ces liens et qui développent des solutions qui connectent la planification familiale à d'autres secteurs. Finalement, il y a des pratiques qui impactent fortement après plusieurs années de recherche, mais nous savons dans des programmes de CSC quelles sont les pratiques qui sont les meilleures pratiques, qui sont prometteuses. Et je pense que nous pouvons être très intentionnels pour pouvoir donner plus de ressources dans ce genre de pratique. Merci. Merci beaucoup. Aram, donc Aram, est-ce que vous pouvez répondre? Oui, merci. Je pense qu'il faudrait mettre en place une approche systémique dans le but de permettre cela et que cela serait la condition pour l'obtention de financement et de soutien, avec la mise en place, bien entendu, d'un suivi et d'évaluation. Il faudrait identifier les pratiques et les attitudes à instaurer au sein des organisations qui vont permettre justement de prendre en compte tout ce qui est le changement par le comportement social et également l'équité et les besoins et valeurs de la communauté. Mettre en place justement cette approche systémique pourrait aider les organisations à prendre ces questions en charge, pourrait fournir également aux parties prenantes des informations claires, concises et cohérentes pour justement l'intégration de ces questions dans leur stratégie et politique. Et également, il faudrait reconnaître et valoriser les organisations qui, eux, justement, ont intégré cela, tout ce qui est équité, tout ce qui est transformation par le changement social dans leur travail et également faire des renforcements de capacité auprès des organisations qui ne l'ont pas encore intégré, mais qui ont cette volonté. Et pour moi, si tout ça est en place et que les financements sont conditionnés par rapport à cela, cela permettra justement de pouvoir
intégrer cela de manière systémique dans les programmations, dans le travail, et ça va vraiment impacter la vie des communautés. Merci beaucoup. Beverly, c'est à vous maintenant. Oui, juste vous dire, et c'est quelque chose que nous n'avons pas fait dans le pays, mais pourquoi pas rêver, n'est-ce pas? Mais si on parle de gouvernement, on veut s'assurer que nous sommes en train d'adresser systématiquement l'équité dans leur travail. Et il faut que les ministères s'assurent que les indicateurs sont en train d'être partagés entre les secteurs. Par exemple, si nous voulons vraiment que, par exemple, notre portefeuille du ministère d'Éducation reçoive la même quantité en ressources en action, alors il faudrait qu'on partage cette information parce que pour l'instant, ce que nous avons, ce sont des informations, des indicateurs très spécifiques qui sont destinés qu'au ministère de Santé. Et donc, tous les corps, tous ces corps qui vont participer à cette initiative, ils pourraient ne pas t'intégrer. Et donc, il faudrait qu'on ait des résultats clairs. Il faudrait qu'il y ait des mécanismes pour pouvoir continuer d'avancer dans ce programme, dans ce domaine. Merci. Merci. Je pense que comme nous sommes en train donc de discuter des déterminants sociaux de la santé, nous reconnaissons aussi les facteurs structurels. Il va falloir beaucoup de temps. Ce sont des choses à long terme. Il faut qu'ils soient cofinancés et des partenariats multisectoriels si nous voulons adresser vraiment les déterminants sociaux de la planification familiale et la santé génésique et les inégalités existantes. Donc, ma question pour vous toutes, c'est dans quelle mesure des partenariats à long terme cofinancés multisectoriels sont-ils possibles? Aram, pardon, est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît? Pour moi, les partenariats seraient à différentes échelles. On doit avoir des politiques publiques qui sont portées par les gouvernements et qui vont prendre en compte les inégalités sociales de santé. Pour moi, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on peut avoir un changement structurel et que cette prise en compte soit vraiment généralisée au niveau des pays. On peut aussi avoir des partenariats qui sont entre les donateurs et les gouvernements et les organisations. Et ces partenariats qui seraient un peu dans la ligne de ce que j'ai dit, vu que les donateurs et les gouvernements ont du pouvoir, ils peuvent justement influencer les activités des organisations en les incitant justement à prendre en compte tous ces aspects pour pouvoir avoir un meilleur impact sur les cibles et également voir les partenariats au niveau même des cibles, savoir toutes les parties prenantes qui doivent être engagées justement pour pouvoir aborder cette question à la source et voir comment y apporter des solutions pour réduire les inégalités qui existent de fait, pour lesquelles on ne peut, ça dépend de sa naissance, d'où on vient, d'où on habite, mais essayer d'apporter des solutions par rapport à ça en répondant aux besoins. Yaka, c'est à vous. Merci beaucoup. Je crois que je suis optimiste et je pense que plusieurs programmes dans différents secteurs ont des dénominateurs communs qui sont associés au renforcement du système. Donc oui, il faut qu'on ait une vision partagée, des résultats partagés, qu'on considère que les résultats doivent être
partagé et dans tous les secteurs, il y a des responsabilités. Mais le dénominateur commun, par exemple pour le renforcement des systèmes, peuvent être contribués par différents ministères et agences entre les secteurs. Les investissements, ils doivent pouvoir se faire à travers les secteurs avec le temps. Donc, il faut qu'on puisse continuer, mais il faut qu'on regarde tous les nominateurs et qu'on regarde tous les outils, les recherches, les connexions entre les thèmes, les choses qui vont connecter les ponts, qui vont connecter, relier le tout ensemble. Quelles sont les barrières et comparer entre les populations. Et ce sont ce genre de renforcement des capacités dans les systèmes, dans les zones, qui vont avoir plus d'effet entre les secteurs, que ce soit dans l'éducation, l'infrastructure, et c'est ce que je voulais rajouter moi. Merci. Merci. Beverly, c'est à vous maintenant. Je crois que c'est possible de diminuer les risques pour ces projets. Ils peuvent prendre des géographies plus petites, peut-être pas nationales, mais plutôt locales, peut-être un contexte petit. Mais pour moi, hein, il faut savoir que on doit savoir qui conduit ce projet. Par exemple, aux Philippines, je peux voir qu'il peut être mis en œuvre probablement dans une localité spécifique, mais parce que tous les 3 ans, les maires vont changer. Nous savons que le leadership local va changer tous les 3 ans. Donc, c'est mieux de peut-être de euh, parler avec une ONG locale. Euh, Peut-être une ONG qui est vraiment basée sur cette localité, qui travaille avec une institution basée sur la localité, non pas une ONG qui vient de s'installer. Et donc, c'est une façon de diminuer les risques de ce genre de projet multisectoriel. Mais il faut qu'on puisse savoir que c'est possible. Merci beaucoup. Donc, nous avons parlé de l'importance des partenariats. Comment pouvons-nous, nous, comme communauté de la CSC, nous associer au mieux pour plaider en faveur d'une plus grande attention à l'équité et aux déterminants sociaux de la santé dans les programmes CSC axés sur la planification familiale et la santé génésique? Beverly? Je pense que la meilleure façon de faire du plaidoyer, c'est de faire, donner plus d'exemples de choses qui peuvent être faites. Comme ça, ce n'est pas juste une aspiration théorique. Deuxième point, nous assurer que nous sommes tous en train de parler la même langue. Ce que j'ai vu, par exemple, dans mon pays, la compréhension de la CSC ou de la promotion de santé est réduite très souvent aux personnes qui développent les matériaux. Et ce n'est que récemment que nous demandons aux personnes de dire oui, il y a une science dans ces documents, mais aussi nous avons tous ces cadres que nous sommes en train de voir et que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et c'est plus que des documents. Donc voilà, ce sont 2 points. 2 points très critiques, même entre les champions qui sont déjà en train de faire un bon travail. Merci beaucoup. Foyeke? Merci, définitivement. Nous avons un très bon point. Il nous faut plus d'exemples. Il nous faut des points, des pilotes. Et comme ça, nous pouvons en parler beaucoup plus facilement. La possibilité d'avoir un partenariat multisectoriel qui va donner des excellents résultats dans différents secteurs pour la planification familiale et la planification et la reproduction génésique, pardon, la santé génésique. Donc, si on parle des partenariats multisectoriels, ce que nous voulons faire, c'est le comment.
et réfléchir aux secteurs non traditionnels qui seront très importants aussi. Nous savons que nous allons parler, par exemple, dans l'éducation et les revenus, mais aussi, pourquoi pas, la justice. Et cela va nous donner une chance d'avoir plus de succès, de pouvoir accéder à l'information de santé, de pouvoir détruire les barrières grâce à notre identité, etc. Et donc, nous devons être créatifs, surtout dans le comment et dans le fait de pouvoir plaider ce cas dans d'autres secteurs pour pouvoir aider à porter plus d'attention aux déterminants sociaux. Les partenariats multisectoriels ont besoin de beaucoup plus d'informations et de coordination. Beverly nous a parlé beaucoup de cela et il faut qu'on réfléchisse et nous devons reconnaître que cela prend un processus et de plus, il faut savoir où est-ce qu'ils se trouvent les opportunités. Et il faut aussi qu'on prenne en compte quelques-uns de ces résultats de partenariat et qu'on puisse investir dans le renforcement des systèmes locaux pour qu'on puisse expliquer et qu'on puisse donner ces exemples. Je pense qu'il y a des façons très intéressantes pour le faire et ce sera très effectif pour pouvoir plaider pour plus d'attention dans l'équité et les déterminants sociaux de la santé. Aram, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, rapidement, je suis parfaitement d'accord par rapport aux propositions des autres panélistes. Juste dans le fait de plaider, pour moi, on doit plaider à plusieurs niveaux avec des interlocuteurs différents et que l'approche à chaque fois doit s'adapter par rapport à nos interlocuteurs. Donc pour ça aussi, la recherche aide beaucoup, l'identification également des besoins et des contextes sociaux et culturels est importante. Et ce que je rajouterais juste, c'est qu'il faudrait essayer de plaider pour que la planification familiale soit incorporée dans les stratégies nationales et de budget et voir comment inciter en tout cas les gouvernements à avoir une approche multisectorielle pour que ce soit vraiment un élément clé dans tous les programmes de développement. Merci. 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 Et maintenant, nous allons passer aux questions qui ont été posées par les participants du webinaire. Et une des questions que j'ai vues, vous avez en parlé un peu, et une des questions est le fait que la mauvaise santé des personnes qui vivent dans la pauvreté impacte les inégalités dans les pays et cela est causé par les distributions qui est déséquilibrée du pouvoir, des revenus et des biens. Et donc, comment on peut adresser le S de la CSC? Et comment on peut faire cela dans le pays? Est-ce qu'une des panélistes va répondre? Oui, moi. Oui, on le peut faire de différentes façons avec comme partie de cette discussion, mais ce que nous pouvons faire, c'est de réfléchir à des approches en eux-mêmes. Il y a plusieurs approches qui vont nous aider à créer des programmes et vraiment baser ces programmes dans la réalité. Et je pense que de pouvoir éteindre ces programmes vont être très bénéfiques à long terme pour adresser l'équité, pardon, parce que les barrières, parfois,
même dans les mêmes États, au Nigeria, entre les différents États, peuvent varier parce que la culture est différente entre les différents États et parce que les pratiques de genre sont très différentes et selon la population. Donc, il faut qu'on soit certain de nos approches et il faudrait qu'on puisse concevoir des approches pour ce faire. Ce serait très important. Merci. Merci. Est-ce que Aram ou Beverly veulent rajouter quelque chose? Je sais que vous avez déjà parlé de cette question, donc on va peut-être passer à une autre question. Nous avons le temps d'une question en plus. Mm, Il y avait une question sur le fait que le S de la CSC a été établi. Est-ce que cela serait intéressant de se focaliser sur seulement le S de la CSC et donner plus d'attention? Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Donc, vraiment, la question, c'est, étant donné que le S a été mis de côté dans la programmation CSC, est-ce qu'on peut faire cela? Je pense que cela va dépendre de quels sont les programmes, les objectifs de votre programme. Si vous êtes dans le secteur de santé, alors pour pouvoir avoir des meilleurs résultats de santé, c'est dans le changement de comportement. Et donc, pour pouvoir avoir ce changement de comportement, il faut qu'on adresse le S. Et donc, je pense que ça dépend de la perspective, parce que si vous voulez juste adresser le S, alors peut-être que vous pouvez être dans le secteur de l'économie, de l'éducation. Donc, cela va dépendre de notre perspective et quel est votre point dans ce processus de développement. Je crois qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Donc, voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose? Aram ou Fouyek? Non, je suis complètement d'accord. Voilà, ça dépend de la perspective. Et vous pouvez trouver des bénéfices dans les programmes de réduction de la pauvreté ou des programmes qui essayent de donner de la protection sociale aux populations moins avantagées. Vous pouvez vous focaliser là-dessus, mais finalement, le secteur de santé ou le secteur d'éducation vont se bénéficier peut-être l'amélioration de conditions de vie. Et donc, cela vraiment va dépendre de qui le finance et euh, quels sont vos intérêts. Et se focaliser que sur le S n'est pas une mauvaise idée si on relie les points et qu'on intègre les autres secteurs et que les autres secteurs peuvent aussi prendre les gains de ce programme pour la santé. Merci. Bon, merci beaucoup à tous. C'était une excellente discussion, très riche. Je crois que nous avons tous appris beaucoup de cette discussion et nous allons maintenant passer la parole à... enfin, on va parler des prochains webinaires. Nous avons deux autres webinaires qui arrivent bientôt. Le prochain sera comment les programmes CSC peuvent-ils aborder l'équité, les déterminants sociaux de la santé dans la planification familiale et la santé génésique. Ce sera le mardi 26 avril de 9 à 10 heures du matin, heure des États-Unis, Washington, D.C. On espère que vous allez tous pouvoir nous participer. Ensuite, le troisième webinaire, c'est qu'est-ce que cela signifie de prioriser la responsabilité sociale dans les programmes de CSC pour adresser l'équité et les déterminants sociaux de la santé dans la planification familiale et la santé génésique. Et cela, c'est pour le mercredi 23 mai de 9 à 10 du matin, heure Washington, D.C. Vous voyez ici, il dit 23 mars, mais c'est bien le 23 mai. On espère que vous allez tous pouvoir participer à nos webinaires suivants. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous joindre si vous avez des commentaires, des questions
C'était un excellent groupe de panélistes et on voudrait juste vous remercier de votre participation et aussi on voudrait remercier vous et toute l'audience pour vos questions et aussi pour votre intérêt et votre engagement pour l'amélioration et la priorisation de la S dans la CSC. Merci beaucoup à tous.